Nous les retrouvons, nos chers invités pour la suite, Germain Pouli et puis Pasteur Edo Komi, avant de parler du Mali et de l'ouverture de cette consultation pour établir le calendrier électoral. Nous parlons du Cameroun et on va aborder donc le prisme de Germain Pouli. Oui, tout à fait. Je parlais des opposants africains en général. Quand on poursuit, on dit que c'est pour des raisons politiques. Vous voyez un pays comme le Bénin, où une bonne partie des opposants sont en exil. Mais on vous dira que tout est politique, donc on ne cherche même plus à voir les faits qui sont reprochés. On vous dira que c'est politique, alors qu'en réalité, donc, quand vous voyez même au Togo, il y a un président de parti politique ici, le parti des Togolais, je pense, qui a eu des soucis un peu plus financiers au niveau de son entreprise, mais on dit que c'est politique. Donc tout ce qui se fait, on croit qu'on poursuit l'opposant parce que pour des raisons politiques. Ça aussi, c'est un parapluie et les hommes politiques l'utilisent. Vous verrez que ceux qui font la politique ne sont pas aussi blancs que ça. Ouais. Maintenant, beaucoup cherchent d'ailleurs l'humilité en politique. Quand vous êtes un député ou certains, vous savez que pour vous arrêter, vous interpeller, il y a plein de mesures qu'il faut enlever, plein d'entraves juridiques. Et donc, la politique, c'est pas que ceux qui sont au pouvoir qui en profitent, même au sein de l'opposition, les gens en usent comme un parapluie. Ça, c'est un peu dans tous les pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, le pasteur, quand il demande de libérer les prisonniers politiques, on ne parle pas des prisonniers de droit commun. On estime qu'eux, ils méritent peut-être d'être un peu plus punis que les autres. C'est vrai que ce qu'on leur reproche, c'est des délits de droit commun, parfois des crimes assez graves. Mais quand c'est politique, il y a de la sympathie. Les gens vous le pardonnent un peu plus facilement, ce qui fait que même dans plusieurs pays, on tue des centaines et des milliers de personnes. Et ces gens qui sont à l'origine de ces crimes-là sont libres. Certains même partagent le pouvoir après, avec, à la suite des dialogues, deviennent Premier ministre, ministre et tout ça. Et maintenant, le bras de cœur d'à côté qui a tué une ou deux personnes va faire 20, 30 ans en prison. Mais ces politiciens qui ont fait mourir des milliers de personnes, on les applaudit, on les acclame. Donc, vous voyez que c'est un peu malheureux. La politique est un parapluie, c'est pas seulement pour ceux qui sont au pouvoir, mais également au sein de l'opposition. C'est un peu dommage. Maintenant, ça rend très difficile la tâche de la justice, parce que pour l'opinion, la justice est instrumentalisée et elle traque les opposants. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas dans lesquels on sent que des juges reçoivent des pressions politiques, mais il y a aussi la pression financière. Quand on parle de corruption, quand on parle de pression, il y en a, on a vu des gens, des leaders de l'opposition assez puissants, que des juges ont rendu des décisions en leur faveur, quand bien même il y avait des pressions politiques, pour les garder un peu plus longtemps en prison. Donc c'est des deux côtés. On ne saura dire que c'est uniquement en faveur des gens du pouvoir, en faveur de l'opposition aussi. Et je crois que la politique est souvent assez utilisée comme parapluie. Un pasteur Edo Komi, ce qui est sur ces élections de 2018 au Cameroun, ont laissé des traces dans la vie politique du Cameroun jusqu'à présent, parce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto réclame toujours sa victoire. Oui, non, je pense bien que les élections, il faut parler de tout sauf élections en 2018 au Cameroun, parce que nous avions eu même à voir avec nos collègues qui sont nos collègues de la société civile du Cameroun, nous avons eu quand même certains, on a eu des, comment on appelle, des retours. De retour et surtout les résultats. On a eu des résultats, des fois même quand vous comparez plusieurs résultats qu'on nous a envoyés, il y a quand même on sent que ce qui a été organisé en 2018 au Cameroun, ce n'était pas une élection. Et il a été prouvé clairement que Maurice Kamto avait gagné les élections au Cameroun. Et que Paul Biya, étant toujours au pouvoir, ne voulait pas s'avouer vaincu. Et donc ça a laissé
ça a laissé vraiment une trace dans l'histoire du Cameroun jusqu'à présent, puisqu'il se réclame, il revendique, il se présente comme le président élu depuis 2018, et ça n'arrange pas les choses au Cameroun. Donc jusqu'à ce que on était dans l'attente, hein, j'ai discuté avec certains collègues hier, on était dans l'attente quand même que ces militants-là soient libérés, soient relâchés. Car ce qui n'a pas été le cas, ils sont condamnés. Est-ce qu'ils sont condamnés pour bénéficier de la grâce présidentielle? Personne ne saura le dire pour le moment. Mais c'est dire que c'est vrai quand même dans le développement de mon collègue Germain tout à l'heure, on sent qu'il a quand même, il a raison dans une certaine mesure où des manifestations organisées, que ce soit un peu partout sur le continent, on attend toujours qu'il y ait, pour avoir l'écho, il faut qu'il y ait des grabuges, il faut qu'il y ait des actes de violence et autres. Mais c'est vrai quand même que ceux qui manifestent, la plupart de ces jeunes-là, c'est des jeunes en courroux, c'est des jeunes en colère contre le pouvoir. Et donc dans leur colère, ça s'exprime par les manifestations. Et du coup, on sent que ça déborde le caractère pacifique. Je reconnais. Ça, il faut reconnaître que le caractère pacifique, des fois, on ne le retrouve plus. Mais pourquoi? Parce que des fois, on sent quand même qu'il y a des provocations. Les provocations peuvent venir de quand des fois, c'est les forces de sécurité qui disent de ne pas passer par là, que voilà, il faut passer par ici. Et donc, du coup, les tensions montent. Et les manifestants étant pas armés, je ne veux pas dire armés, quand même, des fois on a des gourdins, on a des trucs, qu'on le veuille ou pas. Ou bien, à côté, on retrouve des cailloux, et puis bon, on commence par jeter. Et la manifestation dégénère. C'est vrai que c'est quand une manifestation dégénère que les médias internationaux en parlent. On est d'accord? Quand ça dégénère, quand il y a des violences, il y a des blessés. Mais quand c'est pacifique, vous allez voir qu'on va faire seulement une phrase. Une phrase, on dit que les Togolais ont manifesté, ou bien les Béninois ont manifesté aujourd'hui. Ça s'arrête là. Mais c'est quand il y a des grabuges, on va appeler Jean-Luc Akloga, par exemple, au Bénin, pour décrire. Il a 1, 2, 3 minutes pour décrire la situation, parler des blessés, parler des arrestations. Donc ça fait aussi, c'est ça qui fait le chou gras à la presse et aux médias. C'est tout à fait normal. Mais les opposants, les leaders d'opposition ne disent jamais à leurs manifestants, armez-vous de gourdins, armez-vous de ceci au début de la manifestation. Non, ça ne se dit jamais. C'est vrai quand même que des fois, les leaders quittent. Les leaders quittent de peuple d'être arrêtés et on laisse les manifestants. Des fois, mais je me rappelle, des fois, il faut même accompagner les leaders de manière malicieuse pour les amener, pour les mettre hors d'état de nu. Et que maintenant, l'affrontement se poursuit. Les affrontements se poursuivent sur le terrain entre les manifestants et les forces de sécurité. Voilà, c'est un peu, je suis en train de faire un peu le schéma de comment ça se passe. Mais maintenant, il a dit quelque chose. L'instrumentalisation au niveau de la justice vient à ce moment où, vous savez, quand vous prenez la justice, il y a des cas graves où on entend la justice, l'autosaisine de la justice, mais on ne voit pas cette justice-là agir. Mais quand il s'agit des manifestants de l'opposition, c'est là même qu'on voit le procureur en état de grâce, en train de lire, en train de faire ses procédures. Il est à la solde du pouvoir, peut-être. Non, je ne dis pas, mais en train d'envoyer les gens en prison, en train de faire des procédures. Voilà un peu, c'est ça qui fait dire aux gens que la justice est maintenant. Puis il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas où on attend quand même la justice s'autosaisisse. Mais on ne la voit pas. Et donc, quand il s'agit des manifestants ou bien des acteurs politiques, on voit les procureurs, on voit les juges, on voit le zèle, jusqu'à envoyer des gens en prison. Donc, voilà un peu ce qui fait dire aux citoyens que la justice est instrumentale. Dans tous les cas, pour le Cameroun, je crois qu'il y a au moins 147 personnes qui ont été retenues sur les 500, environ 500 personnes arrêtées. Et même les juges, les avocats, entre-temps, ont refusé d'aller même siéger. Ils estiment que la procédure était arbitraire par rapport aux certains manifestants. La plupart des temps, il y a des gens qui sont innocents. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, quand il y a manifestation, et que vous tombez dans la foule, dans une foule, où les gens lancent des cailloux, les gens sont en courroux, et vous tombez en ce lieu-là, si Dieu ne vous fait pas grâce,
on vous arrête, on vous prend en même temps. Parce que oui, on vous prend, parce que c'est même règle, c'est la règle de maintien d'ordre. Parce que quand vous arrivez, il faut boucler tout le lieu. Vous prenez tout le monde, c'est-à-dire vous prenez tout ce que vous trouvez là, vous les prenez. Et c'est quand vous retournez qu'on fait l'état des choses, on dit ah celui-ci il est innocent, celui-là c'est lui l'acteur. Et du coup ça fait que tout le monde rentre dedans. Et puis ces gens-là on les met en prison. Pour les droits communs par exemple, ceux qui sont de droits communs, les droits communs c'est des gens, la plupart du temps des gens qui sont pris en flagrant délit. Et quand nous parlons de l'opposition, c'est les délits d'opinion. La plupart du temps, c'est des gens de délits, c'est des délits d'opinion. Voilà, c'est pourquoi on n'est plus compatissant. On n'est plus compatissant. Nous sommes plus compatissants avec ces gens que ceux qui ont volé. Vous avez volé des poules, vous avez volé des trucs, vous avez commis des crimes, des bandits de grand chemin, des braqueurs. Ces gens-là, c'est des gens qui méritent plus la prison. Allez, on va quitter Yaoundé pour Bamako. Les autorités maliennes ont lancé lundi la phase finale des consultations nationales censées constituer le préalable à des élections et un retour des civils au pouvoir. Ces assises nationales de la refondation sont présentées par les autorités comme un moment crucial de la transition ouverte après le putsch de 2020. Alors, ces assises, si on peut le dire, Germain Poli, sont aux antipodes des vœux de la CEDEAO qui demande à la junte d'organiser les élections le 27 février 2022 précisément. Alors, si on voit le processus après ces assises, il y aura d'autres étapes hypothétiques avant l'organisation des élections par la junte militaire au pouvoir. Oui, ça c'est un peu le schéma que la junte et le gouvernement de transition donc au Mali sont en train de présenter au moment où la communauté internationale, incarnée par la CEDEAO, parce que le Mali fait partie de cette communauté, exige le retour des civils donc au pouvoir, des gens élus qui vont venir diriger le Mali. Donc vous voyez, il y a une pression qui est mise sur ces autorités-là. Il y a déjà des sanctions qui sont prises contre certains membres de ce gouvernement, surtout les civils et leurs familles. Et la CEDEAO aussi annonce pouvoir aller vers un renforcement des sanctions d'ici peu. Un calendrier clair n'est pas établi. Donc aujourd'hui, la junte annonce l'ouverture des assises de la refondation. Pour plusieurs observateurs, c'est pour gagner du temps et essayer après d'expliquer la longueur ou la durée assez longue de la transition qu'ils souhaitent mettre en place, un peu en déphasage avec les vœux de la CEDEAO qui estime que quand un président, quand il y a vacance du pouvoir, le président n'est plus là, dans les 6 mois qui viennent, il faut le remplacer, donc en allant aux élections, ce qui n'est visiblement pas en train d'être fait donc au Mali, et même les Maliens sont assez divisés sur la question. Effectivement divisés. La classe politique pense qu'il faut vite aller aux élections et qu'un président élu s'occupe de régler les problèmes du Mali, alors que la junte, elle, est dans une optique qui voudrait régler les problèmes du Mali d'abord, notamment les problèmes sécuritaires, avant de penser à organiser donc les élections. Donc aujourd'hui, l'opinion est partagée. Certains pensent que les militaires ont le droit ou le devoir de pacifier le pays avant de passer à l'élection. D'autres pensent que ce n'est pas le boulot des militaires. S'ils doivent le faire, qu'ils le fassent dans les casernes, pas à la tête de l'État, et qu'ils devraient vite laisser le pouvoir aux civils, et que ces civils qui sortiront donc d'un scrutin législatif auront donc la légitimité pour prendre les grandes décisions au nom des Maliens. Donc on en est là, et il y a ces pressions-là qui ont obligé le colonel Goïta à promettre donc d'ici fin janvier pouvoir communiquer un calendrier, et c'est dans cette perspective que s'ouvrent ces assises de la refondation-là, qu'il faut le dire aussi très nassé, parce qu'elles ont commencé il y a longtemps, elles ont commencé dans plusieurs communes, elles ont eu lieu aussi dans les ambassades, dans certains pays où les diasporas maliennes sont assez représentatives.
Donc pour certains, c'est vraiment pour gagner du temps que la junte organise un peu tout cela. Alors pour Assimi Goïta, pasteur Edo Komi, ces assises vont permettre de faire le diagnostic sans complaisance de l'état de la nation, d'en tirer les meilleures leçons, d'analyser en profondeur la situation globale du pays. On parle de 4 jours. Est-ce que d'abord ces 4 jours vont suffire pour ces assises? Et ensuite, vous aussi, vous pensez que la junte, par le biais de ces assises, est en train de gagner du temps? Non, je suis d'accord avec Assimi Goïta quand il dit que ces assises vont permettre au Mali de diagnostiquer vraiment les maux dont il souffre, parce que l'histoire a prouvé que par le passé, il y a eu des coups d'État, on est allé rapidement aux élections et ça n'a rien donné. On revient encore à la case départ. Donc il faut maintenant, pour finir, une fois de bon, à ces coups d'État-là, donc refonder la nation malienne, définir les choses clairement pour que, in fine, quand les élections sont organisées, que les autorités civiles démocratiquement élues sont mises en place, et qu'on puisse permettre à l'État malien de pouvoir se définir pour une fois de bon. C'est très important et je pense que ces consultations nationales ont déjà commencé depuis dans les communes et un peu partout. Et donc c'est aujourd'hui, je crois que c'est la phase finale. C'est la phase finale. C'est la consécration de ces assises qui ont été déjà ouvertes, qui ont été déjà menées dans les communes et autres. Donc maintenant, c'est les conclusions. Et les gens se retrouvent pour faire les conclusions, et puis procéder à la mise en place. Surtout à publier un calendrier pour le processus électoral. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que aujourd'hui, il est très important. Si pour organiser une élection présidentielle, des élections de manière générale, pour que tous les Maliens participent à la vie citoyenne, donc il faut sécuriser le pays. Cet aspect-là est très important. Vous savez, c'est depuis 2013, depuis 2012 que les Nations Unies ont voté pour la résolution pour que en un an, c'était parti pour un an, la mission était partie pour durer un an. Après 2012, on a vu que c'était un échec. Donc on est remonté un an, 2013, 2014, jusqu'à 8 ans aujourd'hui. Les Nations Unies n'ont pu rien faire, n'ont pas pu venir à bout des attaques des djihadistes. Et donc, si on le voit ainsi, je crois quand même qu'il faut donner du temps aux militaires, aux autorités actuelles au pouvoir, pour finir une fois de bon, c'est-à-dire, je le dis encore une fois de bon, le problème malien. Et c'est très important. Alors, j'étais en train de suivre un peu les travaux de ces assises. J'ai compris que... Est-ce qu'ils sont convaincants, ces travaux? Ces travaux sont convaincants. J'assume que c'est convaincant parce que c'est un déballage où les gens parlent de beaucoup de choses. Mais ce qui est au cœur de ces assises, d'abord le départ de la France du Mali, j'ai suivi un instant le départ. Même les gens sont allés même jusqu'à proposer la fermeture des ambassades, de l'ambassade de France au Mali. De même que ce sont des gens. Ce qui est sûr, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde quand même. Il y a sous l'acclamation de tous ceux qui étaient dans la salle. C'est dire que la France occupe une grande partie dans ces consultations. Est-ce qu'ils pensent à leur départ aussi, la junte? Oui, mais la junte passe, bien sûr. J'ai même suivi un autre intervenant qui a dit que juste après les consultations, il va falloir quand même un calendrier raisonnable. Donc, il faut un calendrier raisonnable. Et moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord que les autorités actuelles ne traînent pas, mais qu'il faut, juste après les consultations, que nous ayons, qu'on rende public. Qu'on rende public, c'est très important, qu'on rende public un calendrier raisonnable pour aller aux élections. Mais au même moment, il faut s'assurer quand même que la sécurité du territoire national est garantie pour permettre des mouvements quand il s'agit de faire la campagne. On ne va pas se limiter à Bamako. Ouais. Il faut aller à Kaï, il faut aller un peu partout pour faire la campagne. Donc, la sécurisation du territoire malien est très importante et est revenue à plusieurs fois dans les débats. Et je pense que les institutions russes sont là. Les institutions russes sont là pour ça.
La sécurisation du pays, ça faisait partie des premiers discours même d'Assimi Goïta. C'est ce qui a justifié son second coup d'État également. Germain Pouli, est-ce que vous pensez qu'après ces assises, la sécurité va revenir dans le pays? Bon, la sécurité est très importante, hein, on est tous d'accord. Les Maliens sont fatigués, un peu comme les populations dans les autres pays où aujourd'hui il y a ces mouvements djihadistes qui sèment la terreur et la désolation. Même nos pays qui étaient tranquilles il y a quelque temps, aujourd'hui la psychose commence par nous envahir. Donc la sécurité est un enjeu important. Mais là, la question qui se pose, c'est qu'il s'agit d'un gouvernement de transition. Et sécuriser le pays ne fait pas partie des prérogatives traditionnelles d'un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui a une durée en réalité si on suivait la Constitution. Alors l'objectif généralement c'est 6 mois. De cette junte, c'est organiser les élections. Non, c'est pas la junte. La junte est venue pour redresser le pays. Mais ça n'existe pas dans la loi fondamentale. Il n'y a pas un article où on dit que l'armée peut venir à tout moment et redresser les choses. Ce n'est que le président élu, avec les députés élus et toutes les institutions qui conduisent l'État. Donc il y a des autorités de fait qui veulent régler les problèmes du Mali alors qu'ils n'en ont pas la légitimité. Ils peuvent avoir de la vision, ils peuvent avoir de bonnes décisions, mais ce n'est pas leur rôle. Peut-être ils peuvent tracer cette voie pour que ceux qui seront élus viennent finir le boulot, parce que ce n'est pas pendant la transition qu'on peut régler tout ça. Si on était sûr que les Russes vont arriver en 2 semaines, le problème sécuritaire est réglé, bon, la transition peut bien gérer cette question. Mais si il faut des années, comme on le constate dans plusieurs pays, vous prenez un pays comme le Burkina qui est à côté, mais il y a un président élu qui est même contesté parce qu'il n'arrive pas à assurer la sécurité. Est-ce une raison pour qu'un militaire prenne le pouvoir au Burkina pour dire bon, nous on vient pour régler les problèmes de sécurité? Donc je pense que l'argument sécuritaire avancé est bien reçu par toutes les opinions. Chacun sait que la paix et la quiétude sont, la sécurité sont importantes, mais je ne pense pas que la transition aura le temps de gérer ça. Il faut qu'un gouvernement légal voie ce qui se passe en Centrafrique. Il y a Wagner qui est là, mais on ne conteste pas. Parce qu'il y a eu un président qui a été élu, pendant la campagne, il dit « je vais vous ramener la sécurité ». Et une fois qu'il a gagné, parce que l'élection a eu lieu, quand bien même le pays n'était pas totalement sous contrôle, mais il a gagné, il a fait venir les Russes. Il n'y a rien à dire, parce que c'est son boulot, il est un président élu, et par tous les moyens qu'il trouve nécessaires, il peut régler le problème de la sécurité. Donc vous pensez que c'est ce qu'on va faire aussi au Mali? Voilà, il faut un civil malien qui peut recourir aux Russes, il n'y a pas de problème, mais c'est quelqu'un qui est légitime, qui engage l'État. Donc aujourd'hui, ce que la CEDEAO demande simplement, c'est qu'il faut des autorités légitimes dans un délai assez court, parce que la transition ne saurait éternellement durer. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas organiser une élection dans un pays sous menace? C'est là la question. Comme je disais, on a vu au Burkina Faso, ça a été fait. Le Mali même a organisé plusieurs élections alors que le pays était occupé. La Syrie, on a vu. Donc, plusieurs pays organisent des élections dans ces conditions. Maintenant, brandir cet argument et dire, bon, nous, on veut sécuriser le pays avant de faire une élection, c'est qu'on peut faire 10 ans au pouvoir tant qu'on n'a pas réussi rien n'a été fait depuis là. À sécuriser le pays. On est là pour ça d'abord, le jour où le pays sera facile. Donc, je pense que la démocratie à laquelle nous appelons de tous nos voeux veut que les dirigeants soient choisis par le peuple. Le colonel Goïta, je ne doute pas qu'il a des ambitions pour le pays, mais ce n'est pas son rôle. S'il doit le faire, c'est qu'il doit passer par les urnes. Il doit être élu par les Maliens pour venir faire ça. C'est toute la difficulté qu'il a aujourd'hui. Et en si peu de temps, ça va être difficile pour lui de sortir de son treillis et de revenir en tant que candidat civil pour être président et faire ce qu'il veut faire pour le Mali. On ne doute pas. Sauf que les règles du jeu sont assez claires, définies par la Constitution, même si elle est suspendue. C'est que quand un président n'est pas là,
il faut dans un temps raisonnable le remplacer à travers les élections. Et donc quand il y a un gouvernement de transition qui n'est pas légitime, il faut qu'il s'occupe d'organiser l'élection pour que ceux qui viennent soient ceux-là choisis par l'État qui gèrent les affaires courantes. Donc aujourd'hui c'est un débat assez compliqué. Je pense qu'on met la France un peu trop en avant. On pense qu'il y a un sentiment anti-français qui est réel dans une bonne partie de l'Afrique. Et on en profite. Donc on pense que Goïta, c'est celui-là qui peut chasser la France du Mali ou de l'Afrique. Mais un autre Malien civil peut aussi bien le faire s'il est élu et qu'il pense que la volonté des Maliens, c'est de faire partir les Français. Mais il sera libre de le faire et d'amener les Russes et tout ce qu'il veut. C'est clair et net, Assimi Goïta a des ambitions pour son pays, mais là, Pasteur Ido Komi, il a mal fait ses calculs, ça va être difficile pour lui. Non, mais qu'est-ce qui est difficile pour lui? Je crois qu'il est en train de préparer le terrain pour que celui qui sera élu... Est-ce que c'est à lui de préparer le terrain? Non, mais il a intérêt. Il a intérêt, pourquoi? Parce que par le passé, on a compris que après le coup d'État, il y a eu des élections, mais ceux qui sont élus n'ont pas pu tenir le pays comme cela se doit. On est retombé encore dans les travaux de coup d'État et il faut maintenant prendre des mesures idoines pour pouvoir permettre au Mali de ne plus reconnaître le coup d'État. Je peux partager une partie des analyses de mon collègue Germain tout à l'heure, que un gouvernement transitionnel ne saurait exister éternellement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est une période transitoire. Elle est censée quand même... Elle est quand même censée s'observer dans un délai bien imparti, un délai bien défini. Mais sauf que le cas malien, le cas malien est un peu difficile. Et aujourd'hui, en quoi il est difficile? Le peuple malien, les citoyens maliens, la plus grande partie, c'est vrai quand même que aujourd'hui c'est partagé. Il y a eu quand même la vie est partagée. La vie est partagée. Il y a des gens. Et quand les gens disent la grande partie, il y a quel baromètre qui le prouve? Parce qu'on peut faire des manifestations quelque part. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord que je dis la vie est partagée. Il y a des gens qui ne sont pas pour les consultations nationales, qui estiment que c'est coûteux. Que les assises sont coûteuses et ainsi de suite et autres. Mais on peut voir quand même qu'aujourd'hui, il y a une adhésion de la majorité des Maliens autour de ce que Assimi Goïta est en train de faire. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que la France reste tout derrière. La France reste trop derrière, c'est-à-dire veut forcer les gens, le ministre des Affaires étrangères qui demande à Paris, qui demande à Bamako d'organiser les élections, le ministre des Affaires étrangères qui demande, ça aussi, ça renforce le sentiment anti-français. C'est-à-dire il faut que la France doit se démarquer, rester derrière, laisser la CEDEAO, la CEDEAO si. Vous pensez que c'est la France qui agit sur la CEDEAO? Non, je ne dis pas, mais devait laisser la CEDEAO de manière concise, de manière libre, gérer le dossier. Et c'est la CEDEAO qui fait le travail. Visiblement, on peut le dire, mais dans les coulisses, c'est la diplomatie française qui est les guillons. Oui, bien, c'est qui agit. C'est la diplomatie française qui agit dans tout ça. Et c'est ça qui déplaît, ce qui déplaît aux Maliens. Mais c'est ça. Pourquoi, en tant que pays indépendant, souverain aujourd'hui, si on le dit, la France va être encore derrière pour demander à Bamako d'organiser les élections? Pourquoi? C'est vrai, on est pris par le temps. Ce qu'il dit, vous avez encore 1 minute. Je pose souvent cette question, Germain Pouli, quand on voit le Ghana, le Nigeria, des poids lourds de la CEDEAO. Est-ce que la France agit également sur le Nigeria, sur le Ghana, sur Nana Akufo-Addo, pour qu'il fasse pression sur le Mali? Non, je crois qu'il n'y a rien, c'est pas la France. Vous savez, dans notre pays, on a connu la même situation. La CEDEAO est restée la même. C'est la même logique. Il y a eu un coup d'État ici au Togo en 2005. Ça a été la même chose. On a reçu les mêmes pressions de la CEDEAO. Je me souviens de Donc cette ça n'a rien à voir avec la France. C'est-à-dire que la communauté a ses règles sur la bonne gouvernance et la démocratie. Au départ, c'était une communauté économique, mais aujourd'hui, elle a évolué. Donc, ce n'est pas un problème de la France. Même récemment, dans le cas du 19 août, on a subi une feuille de route de la CEDEAO qui nous a imposé des élections législatives en 2018. Ouais. Donc, l'organisation est dans son rôle, ça n'a rien à voir avec la France. Maintenant, il y a une question au Mali, c'est qu'il y a une armée française que les Maliens ont appelée pour venir l'aider et que
pratiquement 10 ans après, il n'y a rien qui Le change et résultat, que oui. les gens ont envie que la voir France ailleurs. parte Ouais. et conteste autre chose. Ça, c'est une autre réalité. Mais appeler la transition organisée des élections n'a rien à voir avec la France. Ce que nous disons, Goïta n'est pas le seul Malien qui peut chasser la France et amener les Russes. On aurait souhaité que ce soit un civil qui vienne et qui qu'il fasse se son dise, travail. bon, les Français ont été inefficaces, on veut tester les Russes. Personne ne dirait un mot parce que c'est un président. Pour les Parce Maliens, que c'est- il faut quelqu'un pour montrer la voie. Et On celui marque- qui peut montrer la voie, c'est Assimi Assimi. Goïta qui Allez, montre on la va voie. marquer la pause pour le journal et on revient avec vous, mes chers invités, Germain Pouli et Pasteur Edo Komi.